Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, une fois n'est pas coutume, on va parler d'analyse. Alors pour comprendre pourquoi est-ce que je vais parler d'analyse aujourd'hui, alors que d'habitude je parle plutôt d'algèbre et c'est plutôt ce vers quoi m'orientent mes recherches et mon travail, il faut se remettre dans la situation où j'étais il y a très longtemps, quand j'étais encore au collège, et ma première vraie rencontre avec les mathématiques, et je dirais que c'est ce moment-là, un des moments qui m'a convaincu que les mathématiques étaient un sujet vraiment magnifique. À l'époque, j'étais plutôt intéressé par l'histoire ou la biologie ou la géologie. Donc j'étais à l'époque en quatrième et je me rappelle on apprenait à l'école les fonctions trigonométriques. On calculait, alors plutôt on calculait dans les triangles. Vous voyez, on avait un triangle rectangle comme ceci, et puis on nous disait voilà, vous avez un angle ici θ, et alors vous pouvez calculer le cosinus de θ. Je sais pas très bien pourquoi, mais à l'époque, je pense qu'en quatrième, on apprenait que le cosinus, et le sinus et la tangente devaient être faites plus tard. Mais bon, en tout cas, voilà, donc c'est la fonction cosinus, voilà, ABC, et ben on apprenait côté adjacent sur hypoténuse, et voilà. Et puis on nous disait, bah voilà, c'est comme ça qu'on calcule, mais sinon, c'est une fonction qui avait l'air très très bizarre. Et puis par hasard, donc je me rappelle encore, c'était juste après les attentats du 11 septembre, donc en fin 2001, et donc j'étais en quatrième, je connaissais vraiment pas grand chose, et là je tombe, je pense, dans un livre qui faisait un vieux livre de révision du bac, mais où je sais pas exactement comment j'étais tombé là-dessus, mais je vois cette formule un peu qui me paraissait vraiment magique à l'époque, cosinus θ moins θ carré sur 2 plus θ puissance 4 sur 24, etc. Et là, ça a été pour moi un grand choc, parce que je me suis dit, mais c'est incroyable, cette fonction cosinus, finalement, c'est qu'un polynôme, vous voyez, c'est une somme de puissance de θ. Alors à l'époque, j'étais pas vraiment conscient du fait que les polynômes, c'était très important, que le développement ici s'arrête, alors qu'ici, évidemment, c'est un développement infini, mais bon, ça me posait pas trop de problèmes, et j'avais été vraiment fasciné par ça, et je me disais, mais comment est-ce que je voudrais en savoir plus là-dessus, est-ce qu'on peut pas faire ça pour toutes les fonctions? Et donc j'avais appris que c'était les développements limités, mais bon, à l'époque j'avais pas, évidemment on n'avait pas internet et compagnie, donc c'était un peu compliqué d'avoir des informations là-dessus, et j'avais essayé d'aller à la bibliothèque universitaire à Saint-Martin-d'Air pour voir s'il y avait pas des livres sur ça, sur les développements limités. Puis alors on m'avait répondu bah pas trop, parce que bon, on savait pas trop où les chercher. Bon, finalement on sait que, enfin vous savez, j'imagine, si vous regardez cette chaîne, que c'est quelque chose d'assez banal finalement, ce développement, et on peut écrire ça comme si vous avez une fonction f, quelle que soit f, pourvu qu'elle soit suffisamment bien lisse ou bien analytique, etc. Bon, on va essayer de qualifier ça, mais on peut écrire ça comme un développement où on peut dire que c'est f de 0 plus x fois f' de 0 plus x carré sur 2 fois f seconde de 0, etc. Et c'est évidemment, ce sont les développements de Taylor. Et bon, bah, je pense que vous avez sans doute beaucoup entendu parler de ceci, c'est la formule de base qu'on utilise dans la théorie des perturbations, et dans certains cas, donc cette somme que je pourrais écrire comme somme pour n allant de 0 à l'infini de x puissance n sur factoriel n dérivée nème de la fonction en 0, pour des fonctions qui sont suffisamment bien, qui se comportent suffisamment bien, donc les fonctions qui, par définition, sont analytiques, eh bien, pour ces fonctions-là, cette somme est effectivement exacte. C'est une égalité, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous voulez calculer pour x égale 1, et bien vous mettez 1 dans cette formule, vous calculez les dérivées en 0, et puis vous trouvez la fonction de f en 1. Et ça, c'est assez extraordinaire quand on y repense, puisque ça veut dire que toute l'information sur la fonction f, elle est encodée uniquement au voisinage de 0. Et bon, c'est assez impressionnant, mais en fait, si on y réfléchit, on voit que cette formule, elle est exacte si on va vraiment jusqu'à l'infini, mais personne ne peut aller jusqu'à l'infini. Donc si on veut l'utiliser en pratique, on va devoir tronquer. Ici, on va remplacer l'infini par un certain n, et alors on va devoir calculer. Et cette formule sera d'autant meilleure que le x est petit. Plus on est proche de 0, plus cette formule sera bonne. Et donc si x est grand, on va devoir payer un prix très important, on va devoir aller jusqu'à un très grand ordre ici, dans la somme pour avoir une valeur précise. Mais voilà, à la fin, ça converge, et donc ces questions de convergence, évidemment, moi j'ai compris qu'elles étaient importantes que beaucoup plus tard. Mais donc voilà, ça me paraissait un petit peu mystérieux. Mais il y a une autre formule
que j'ai vu à peu près à la même époque, peut-être un peu plus tard, mais alors là, pour le coup, qui ressemble un petit peu à ça, mais qui a une saveur un petit peu différente. Et donc cette formule, elle concerne non pas f de x, mais une somme de f de n pour n sur les entiers naturels. Donc, je prends une certaine fonction, encore une fois, et je veux regarder maintenant, je veux faire une somme en série. Alors pourquoi est-ce que ces choses-là sont intéressantes? Bah, aussi, dans ces moments-là où je commençais à découvrir un petit peu ces formules élégantes, il y a une formule quand même qui revenait souvent, qui est la formule, la somme pour n allant de 1 à l'infini des 1 sur n carré, donc quelque chose d'assez simple, une des choses les plus simples qu'on peut considérer, et bon, bah, on sait que cette formule-là, enfin cette somme, converge vers pi carré sur 6, c'est la fameuse formule d'Euler, la formule de Bâle, et bon, bah c'est pareil, si je veux calculer pi carré sur 6 avec cette formule, eh bien il faut que je calcule cette somme avec beaucoup de termes, et si je vais jusqu'à n égale 10 ou 100, je vais avoir une approximation, mais si je vais jusqu'à 1000 ou 1 million ou 1 milliard, ce sera de plus en plus précis. Et ceci, c'est un cas particulier d'une somme donc de f de n. Et il y a une formule qui existe, et sur laquelle j'étais tombé assez tôt, je me rappelle plus exactement quand, mais qui m'avait, je me rappelle, beaucoup choqué. C'est la formule suivante, c'est qui disait, bon bah, si on veut faire une somme, c'est assez proche d'une somme continue, donc une intégrale, entre 0 et l'infini de la même fonction, f de t dt, donc on suppose que, encore une fois, là je suis dans l'introduction, je vais vraiment écrire que ça c'est ma première partie, introduction. Et donc c'est assez informel. Et alors, cette somme, eh bien, on peut aussi l'exprimer un peu comme ceci, comme uniquement dépendant de f en 0. Donc la formule, la voici. Donc c'est f de 0, je vais plutôt l'écrire comme... Ouais, je vais l'écrire, donc 1 demi de f de 0, moins 1 douzième de f prime de 0, plus 1 sur 720 f troisième de 0, donc ouais, il n'y a pas de dérivée seconde, un peu bizarre, etc. Et puis ça continue comme ça, moins 1 sur 30 240 f cinquième dérivée en 0, etc. Et alors ça paraît être une formule absolument encore plus bizarre que l'autre. Pourquoi? Parce que là, il n'y a plus de notion de petit x. Vous voyez, celle-ci, on pouvait comprendre que quand x devient petit, bon ben on a ceci, et alors si on veut que x soit grand, il va falloir payer un prix, vraiment d'aller très loin ici. Mais ici, il n'y a pas vraiment de ça, parce que là, on prend une fonction, puis on somme sur tous les entiers. Et a priori, j'ai même pas dit, est-ce que ces sommes-là sont convergentes, divergentes, bon, on sait pas très bien. On compare à une intégrale, pareil, convergente, divergente. Et puis de ce côté-là, on n'a que les informations en 0. Mais ceci, ça paraît complètement impossible pour la simple raison que si je fais un graphe d'une fonction f, disons, voilà, ça c'est ma fonction f, donc ici j'ai t, et ici j'ai f de t, eh bien, la première chose, c'est la somme, donc c'est la valeur prise par la fonction sur les différents entiers. Donc je dois sommer toutes ces valeurs. Et l'intégrale, c'est l'air qui est là-dessous. Mais alors, il y a une façon très simple de voir que ceci ne peut pas marcher, c'est simplement, quelque part, de déformer la fonction. Par exemple, je rajoute comme ça une énorme bosse, et alors ça va pas nous changer la somme ici, mais par contre ça va nous changer beaucoup l'intégrale, parce que l'air va augmenter de la valeur qui est sur cette bosse, que je peux rendre aussi grande que je veux. Évidemment, ça ne change en rien le comportement en 0, ici. Donc cette formule-là, j'étais tombé dessus, et puis je me rappelle que je m'étais dit, bon, c'est pas quelque chose de très sérieux, voilà, je m'étais pas tellement posé plus de questions, mais je m'étais dit, bon, je relègue ça dans la catégorie des trucs un peu, des tours de magie, mais qui marchent pas vraiment. Et puis d'autant que on peut essayer de l'appliquer pour des sommes divergentes. Hein. Par exemple, si on prend f de t égale 1, la fonction constante égale à 1, alors on trouve que la somme des 1 moins l'intégrale des 1, donc je note ça un peu symboliquement, est égale à, bah vous voyez, vous appliquez cette formule-là, toutes les dérivées font 0, il n'y a que ce terme-là qui reste, et donc ça vous fait 1 demi. Et vous pouvez l'appliquer aussi avec f de t égale t, et donc ici ça vous ferait la somme de tous les entiers, donc la somme des n, moins l'intégrale de t, dt, et pareil, vous calculez les dérivées, donc là f de 0 ça fait 0, toutes les dérivées supérieures font 0, mais par contre ici on obtient quelque chose de non nul, donc on obtient moins 1 douzième. Et donc là peut-être que vous remarquez une connexion
avec d'autres thèmes, des sommations de séries divergentes, alors qui, pour une raison un petit peu étrange, oublient qu'il y a une correction infinie par ces intégrales, mais qui vous disent, ah bah oui, la somme de 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 1 demi, et puis la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait moins 1 douzième. Et alors, en voyant ça, bon bah ça paraît aussi complètement farfelu, et donc voilà, je m'étais dit à l'époque, on va oublier ça. Et puis, petit à petit, au cours de mes études de physique, je me suis rendu compte que finalement, dans cette formule, il y avait une certaine vérité quand même. Et en particulier, ce genre de contribution-là apparaît parfois en théorie quantique des champs, et il semblerait que la valeur qu'on obtient soit quelque chose qui a du sens. Et ceci m'a donné envie donc de creuser un petit peu d'où viennent ces formules-là. Et donc le but de cette vidéo, ça va être d'expliquer vraiment ce qu'il en est, c'est-à-dire de donner des vraies égalités entre des choses qu'on peut calculer, et d'essayer de donner du sens à cela. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voudrais donner une troisième espèce de motivation. C'est une formule un peu similaire à celle-ci, donc celle-ci je vais l'encadrer, et je vais dire ça c'est ma formule, on peut l'appeler la formule étrange. Mais il y a une autre formule étrange qui ressemble beaucoup, en tout cas qui utilise les mêmes nombres, qui est la chose suivante. Ça semble déjà un peu plus sérieux, ça vous dit, ok, si vous avez une somme de f de n, à nouveau, et cette fois-ci vous ne voulez pas faire n'importe quoi, donc vous vous dites, on va faire une série convergente. Enfin, on va faire une somme partielle, de sorte que ce soit vraiment une valeur finie. Donc vous sommez de 0 à n, où n est un certain grand nombre, et vous sommez. Et alors, vous dites que ceci, c'est à peu près égal à l'intégrale, donc de 0 à n, de f de t dt. Et ceci, bon, c'est assez raisonnable, puisque une somme, on comprend que c'est une somme finie, c'est une sorte d'échantillonnage, et l'intégrale, c'est l'air, donc on se dit que ça doit pas être trop loin. Mais cette formule va nous donner les corrections à cette chose-là. Elle nous dit, oui, il faut rajouter 1 demi de f de n, à ceci. Et puis, il faut rajouter une certaine constante, que je vais marquer en rouge, je vais l'appeler c, pour l'instant, je dis pas trop ce que c'est. Et puis ensuite, il faut rajouter des contributions qui sont exactement l'opposé de ce que j'ai écrit ici, c'est-à-dire plus 1/12 de f' de n, moins 1 sur 720 de f troisième de n, etc. Etc. Les termes qui sont au-dessus. Donc les mêmes qu'ici, mais avec des signes opposés. Et donc ceci, c'est une autre formule. Et cette formule-là, elle est tout aussi mystérieuse. Alors, un petit peu moins, peut-être, dans le sens où, ok, ce sont des choses convergentes, mais on a les mêmes nombres qui apparaissent là. Et puis on a cette constante qu'il faut déterminer. Cette constante, on peut se demander, qu'est-ce que c'est? Bizarre. Alors, on peut essayer de voir juste ce qui se passe. Pareil, si je prends une fonction très très simple, par exemple, je prends f de n égale n. Alors, j'obtiens la somme des entiers de 0 à n, donc ça, vous savez que ça fait n plus 1 sur 2. Et qu'est-ce que nous donnerait cette formule? Eh ben, ça nous dit que c'est l'intégrale de 0 à n de t dt, ça c'est n carré sur 2. Alors oui, n carré sur 2, effectivement, c'est le terme dominant de ceci. Ensuite, on vous dit, calculez 1 demi de f de n. Donc pour f de n égale n, ça fait simplement n sur 2. Donc là, vous vous dites, ah bah oui, c'est bon, ça y est, on a trouvé c'est une égalité. Mais la formule dit, non, faut continuer, parce qu'il faut calculer ensuite les dérivées. Alors les dérivées supérieures, celles-ci vont valoir 0, mais par contre, celle-ci, elle ne vaut pas 0. Donc on a la constante, et ensuite ici, on a plus 1/12 de f', f' vaut 1, donc plus 1/12 seulement. Et on a toujours cette constante-là, c, dont on ne peut pas dire grand-chose, mais comme ici on a une égalité parfaite, eh bien on peut dire que cette constante-là doit valoir moins 1/12. Et qu'est-ce que c'est que ce moins 1/12? Finalement, je vais le mettre en rouge aussi pour dire qu'il est connecté à la formule d'avant. Ce moins 1/12 là, c'est le même moins 1/12 que celui-ci. Et vous voyez qu'il vient simplement du fait que ici, comme je vous ai dit, on a les mêmes coefficients, mais avec des signes opposés. Bon. Alors voilà, donc pareil, je m'étais dit, bon, c'est bizarre ces trucs-là, et j'ai un peu relégué ça, jusqu'à un jour vouloir vraiment comprendre ce qui se passe, et c'est ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui. Toutes ces choses-là, ces formules, donc les deux que j'ai encadrées là, sont des instances, des cas particuliers d'une formule qui est, elle, tout à fait bien précise, tout à fait bornée, etc., qui est la formule d'Euler-Maclaurin, et c'est donc ça que je vais montrer. Et parmi les bonus qu'on va obtenir dans cette vidéo, c'est le fait que certaines séries
sont convergentes, d'autres sont divergentes, mais que les bonnes séries, ce sont les divergentes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, ce que je veux dire par là, c'est que si vous regardez ce genre de série-là, eh bien, ceci, c'est une série convergente. C'est-à-dire que si vous calculez vraiment, vous prenez n'importe quelle valeur de θ, et cette série-là va être convergente, tout simplement parce que les coefficients qui sont ici, qui sont les factoriels n, deviennent tellement grands au bout d'un moment par rapport aux puissances de θ que la série est bien convergente. Ceci, c'est bien une série convergente également. C'est-à-dire que si vous calculez, vous allez bien trouver quelque chose de convergent. Mais ce que je prétends, c'est que cette série-là, par exemple, ou celle-ci, n'est pas du tout efficace pour calculer un cosinus. Ou, si vous avez ceci, pour calculer pi carré sur 6. Et d'ailleurs, vous pouvez vous demander comment est-ce que Euler a trouvé que cette somme des inverses des entiers au carré faisait pi carré sur 6. Est-ce qu'il a deviné? Alors, on devine jamais, souvent il faut calculer. Donc si on avait un ordinateur, là oui, on peut calculer, on somme jusqu'à 1 milliard, et on va trouver la valeur. Mais Euler ne pouvait pas faire ça à la main. Et la raison, c'est parce qu'il n'a pas utilisé cette série convergente pour calculer pi carré sur 6. Il a utilisé quelque chose de bien plus puissant, qui sont les séries divergentes. Où sont cachées les séries divergentes ici? Eh bien, elles sont cachées précisément ici. Ce genre de choses-là, les membres de droite de ces équations, et pareil pour l'autre, ce sont des séries divergentes. Et ça paraît encore un peu plus fou, du coup. Ça veut dire que, ok, il n'y a vraiment rien qui marche, mais on a des séries divergentes, et pourtant, on obtient des choses qui font un petit peu de sens. Et ce que je vais vous montrer, c'est que c'est vraiment, si vous voulez calculer, même avec un ordinateur, eh bien, ce qu'il faut utiliser, ce sont les séries divergentes. Ce sont les séries divergentes qui convergent le plus vite. Si ceci vous semble paradoxal, eh bien, c'est le but de cette vidéo que d'expliquer ça. Voilà, donc je pense que j'ai donné assez de motivation. Maintenant, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Et donc dans la partie 2, je vais vous parler un tout petit peu des nombres de Bernoulli qui sont au cœur de cette histoire. Donc les nombres de Bernoulli, je vais les introduire et je vais vous expliquer après d'où ils viennent et comment est-ce qu'on les a trouvés. Mais je vais commencer parce que je veux très rapidement arriver à une formule précise pour ces développements de fonctions. Donc je vais vous donner une définition qui n'est peut-être pas la plus satisfaisante qui soit, mais je vous dirai tout à l'heure un peu d'où ils viennent et pourquoi ils ont été introduits par Bernoulli. Et donc ces nombres de Bernoulli, donc c'est des nombres qu'on appelle Bn, où n sont les entiers, et Bn c'est simplement l'évaluation en 0 de certaines fonctions qu'on va aussi noter Bn. Et que sont ces Bn? Eh bien, ils sont définis par la somme suivante. Vous faites le développement de la fonction t fois exponentielle de tx divisé par exponentielle de t moins 1. Vous faites le développement de ceci en série par rapport à t. Donc c'est la somme pour n allant de 0 à l'infini de t puissance n, et le coefficient de t puissance n, c'est ça que vous appelez Bn de x sur factoriel n. Voilà, donc ça c'est la définition des nombres, enfin des fonctions de Bernoulli, des Bn de x. C'est la définition de ces termes-là. Et donc des nombres de Bernoulli en évaluant simplement en 0. Alors je vais vous dire dans quelques minutes pourquoi est-ce que ça a du sens, pourquoi est-ce qu'on a développé cette fonction bizarre là qui est à gauche, pourquoi est-ce que c'est ça, pourquoi c'est intéressant. Mais en tout cas, je vais donc juste vous donner une petite table de ce qu'on trouve. Donc si on prend n égale à 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et qu'est-ce qu'on trouve là-dessus? Si je calcule Bn de x, eh bien je trouve des polynômes. Donc en fait, toutes ces fonctions-là, ce sont des polynômes. Le polynôme B0, c'est simplement le polynôme constant égal à 1. Le polynôme B1, c'est simplement le polynôme x moins 1,5. Pour B2, c'est x carré moins x plus 1 sixième. Pour le troisième, c'est x cube moins 3,5 de x carré plus 1,5 de x. Et pour x4, et je vais m'arrêter là après, c'est x4 moins 2x3 plus x carré moins 1 sur 30.
Voilà, donc ça, bon, vous pouvez les calculer. Hein. Et donc, les nombres de Bernoulli, Bn, de 0, donc, ces nombres de Bernoulli, bah, vous voyez, c'est simplement le coefficient constant là-dedans. Donc, c'est 1, moins 1 demi, plus 1 sixième, 0, moins 1 sur 30, etc. Et alors, pourquoi est-ce que ces nombres sont importants? Eh bien, parce que ce sont ces nombres-là qui sont la clé de ce développement bizarre que j'ai mis là. Là, je vous avais pas donné la logique, hein, vous avez peut-être pas vu quelle est la logique. Bah, la logique, c'est simplement les nombres de Bernoulli divisés par factoriel n. Donc, vous avez bien le 1 demi, ça c'est 1 sixième divisé par 2, ça fait 1 deuxième. Ensuite, c'est 1 sur 30 fois 1 sur 24, ça fait 1 sur 720, etc. Et aussi l'alternance des signes est liée à ceci. Bon. Alors, là, pour l'instant, ça paraît complètement tiré du chapeau, cette chose-là. Mais il y a une propriété vraiment fondamentale de ces nombres de Bernoulli que vous pouvez démontrer facilement. Donc, je vais le donner comme un petit exercice. C'est un exercice assez facile. Montrer les propriétés suivantes. Les propriétés importantes. Donc, la première se fait, c'est vraiment facile, mais donc, je vous l'ai dit à l'oral. Si vous prenez cette fonction-là et que vous la dérivez par rapport à t. Non, pardon. Si vous la dérivez par rapport à x. Si vous dérivez ça par rapport à x, vous avez juste un t qui sort. Donc c'est t fois elle-même. Et donc ici, si vous dérivez par rapport à x, eh ben, ça doit juste tout shifter de 1, puisqu'on a juste les puissances de t ici. Et par conséquent, vous avez la formule fondamentale suivante, qui est que pour toute n positif, la dérivée de bn, donc bn' de x, est égale à n fois b n-1 de x. Donc ça, c'est la propriété, une propriété importante. Et c'est en fait cette propriété-là qui est vraiment centrale, et c'est celle-ci qu'on va utiliser. La deuxième propriété qui est importante, c'est que pour toute n supérieure ou égale à 2, vous avez que bn de 0 est égal à bn de 1. Donc là, pareil, pour démontrer ça, il faut juste manipuler un petit peu cette définition. Et la troisième propriété dont on va avoir un petit peu besoin, c'est que pour toute n supérieure ou égale à 3 impair, bn de 0 est égal à 0. Encore une fois, c'est une conséquence facile de ceci. Donc je vous laisse démontrer ces choses-là. Mais toutes ces trois choses-là, on va les utiliser, donc je vais les encadrer, et on va les utiliser juste après. Et alors, une chose par contre qui n'est pas facile à voir, c'est que ces coefficients Bn croissent très rapidement. Là, on dirait que c'est pas le cas, on dirait qu'ils diminuent, mais ne vous fiez surtout pas à ça. Ce sont des choses qui croissent extrêmement rapidement, et je vous les montrerai tout à l'heure. Bon, mais donc, ceci étant dit, je vais peut-être vous les montrer d'ailleurs tout de suite. Peut-être vous les montrer tout de suite, oui, comme ça sera fait. Donc je vais passer sur Mathematica. Et alors, ne regardez pas ce qui est en dessous, ce sera pour tout à l'heure. Je vais le faire passer en bas. Hop, on va me faire passer là. Voilà, donc vous pouvez facilement calculer les nombres de Bernoulli. Sur Mathematica, il y a une fonction Bernoulli B. Donc vous calculez, par exemple, le deuxième nombre de Bernoulli. Du coup, ok. Voilà, désolé. Donc, le deuxième de Bernoulli, voilà, ça fait un sixième, c'est ce que je vous disais. Le troisième, il fait 0. Le quatrième, il fait moins 1 sur 30, etc. Et donc, si vous voulez, vous pouvez faire une table des nombres de Bernoulli. Donc, Bn, pour n allant de 0 à 10, par exemple. Et vous trouvez, voilà, ces nombres que je vous ai dit. Donc, je vous ai donné les 4 premiers, puis vous avez ici la suite. Donc, ces nombres qui ont l'air assez petits, hein, vous voyez ces choses-là. Mais, en fait, il faut pas s'y fier. Si on commence à augmenter, eh bien là, les nombres deviennent de plus en plus grands. Une des choses un petit peu remarquables aussi, c'est l'apparence
l'apparition, au début on croit que c'est les inverses des entiers, mais en fait c'est pas le cas, comme vous voyez, au bout d'un moment les numérateurs ne sont pas égaux à 1, en particulier ici, assez rapidement on a 691, et c'est un petit truc de la théorie des nombres, que si vous trouvez dans une formule le nombre 691 qui apparaît, c'est probablement que les nombres de Bernoulli sont dans le coin. Et alors, juste pour regarder un petit peu à quel point est-ce qu'ils croisent vite, donc déjà, bon, ces fractions, c'est pas forcément facile de les voir, donc si on regarde des nombres, des valeurs approchées, vous voyez que ça, bon, je vais le mettre en forme de table, vous voyez qu'on a des nombres qui 1, 7, 54, etc. Comme je vous l'ai dit aussi, vous avez des zéros en alternance sur tous les nombres impairs, donc on va enlever les zéros en regardant juste les nombres Bernoulli 2n, et donc voilà la table des nombres, et là vous voyez que très vite ça monte, hein, des millions, des milliards, vraiment extrêmement rapidement. Pour comprendre un petit peu comment est-ce que ceci marche, je vais tracer la valeur absolue. Je prends la valeur absolue, comme ça j'enlève les nombres, j'enlève les signes moins, et je pourrais faire peut-être un graphe de ces nombres de Bernoulli. Et donc vous voyez que bon voilà, c'est vraiment quelque chose qui explose, donc mon graphe n'est pas très très bon. Ce sera plus facile de prendre le logarithme de ces nombres-là. Et là voilà les logarithmes. Donc ça fait une espèce de bonne parabole comme ça, c'est-à-dire que donc même le logarithme, il a l'air de croître assez rapidement. Et je vous donnerai tout à l'heure à quelle vitesse il croît précisément. Mais donc vous voyez que c'est vraiment ce serait vraiment se tromper que de se fier au premier terme pour dire ah oui ça décroît. Non en fait ça croît vraiment et ça devient extrêmement gros. Et bon, très bien. Donc ceci c'est pour voir un petit peu le comportement des nombres de Bernoulli. Ah oui, tant qu'on y est, on peut regarder les polynômes de Bernoulli. Donc si vous regardez donc par exemple le deuxième polynôme de Bernoulli, vous mettez simplement x ici, et ça vous donne le polynôme dont je parlais tout à l'heure. Et encore une fois, on pourrait les tracer, et il va être intéressant de tracer ça entre 0 et 1. Et voilà, donc là ça vous fait évidemment une parabole, mais maintenant si je veux tracer, bon bah le premier polynôme de Bernoulli c'était linéaire, le 0e c'est la constante égale à 1, etc. Et vous voyez que la propriété que je vous avais dite, que le polynôme de Bernoulli, il a la même valeur en 0 et en 1, à partir de B2, et ben c'est le cas effectivement, si vous regardez B2, vous voyez que c'est bien la même valeur en 0 et en 1. B3, c'est la même valeur en 0 et en 1, etc. B4. Voilà. Donc voici les polynômes de Bernoulli. Bon, vous vous dites peut-être où est-ce qu'on va avec tout ça? Eh bien, vous inquiétez pas, on va maintenant revenir et voir la formule de l'Hermachlore. Alors, donc c'est la troisième partie. Tac, tac, tac. Et donc maintenant, je vous énonce la formule de l'Hermachlore. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire maintenant, donc pourquoi est-ce que cette formule a été développée, et par qui, et quand? C'était Euler, donc la motivation, c'est le fameux problème de Bâle, c'est-à-dire le calcul des 1 sur n carré. Il s'est rendu compte que ça allait pas, il se demandait combien ça valait, on savait pas évidemment que ça valait pi carré sur 6 à l'époque, et il se demandait comment est-ce que je vais faire pour avoir déjà une idée, donc il fallait que je trouve une valeur approchée de cette somme. Et donc il se disait, bon je vais calculer des termes, et donc il commence à calculer, mais sauf que ça converge vraiment trop lentement. Et il s'est demandé, est-ce qu'il peut pas y avoir un moyen d'accélérer ça? Et par les choses que je vais vous montrer aujourd'hui, il se trouve que oui, on peut accélérer, et ça va faire intervenir cette formule, et en particulier des séries divergentes. Donc la motivation, c'était vraiment ça, mais donc je vais vous l'énoncer dans une forme relativement générale et relativement précise, comme ça, enfin pas relativement, très précise, comme ça au moins on va mettre, on va s'affranchir de toutes les choses qui avaient l'air un petit peu floues dans l'introduction. Donc le théorème nous dit la chose suivante. Donc soit f, une fonction définie de 0 plus l'infini dans R, je pourrais mettre C là plutôt que R, on va mettre C, donc une fonction de 0 infini dans C, de classe C de K, pour un certain K entier. Donc je choisis un entier positif, et je prends une fonction de classe de K. Pourquoi de classe de K? Parce que je veux pouvoir la dériver. Et là maintenant, je fais un énoncé très précis. Et soit n, je vais écrire en dessous,
soit n un entier. Bon. Et donc maintenant j'énonce la formule de l'Hermachlorien. Elle nous dit la chose suivante. Elle nous dit que la somme pour n allant de 0 à grand N de f de n, moins l'intégrale de 0 à grand N de f de t dt. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a plus de problème de convergence, tout ça. Ce sont des sommes finies, des intégrales d'une fonction continue sur un segment, donc il n'y a pas de problème. Eh bien, cette somme, elle est égale à la chose suivante. À f de 0 plus f de n divisé par 2, plus la somme pour j allant de 1 à k de ces nombres de Bernoulli. Donc c'est pour ça que je les avais introduits. Donc ce sont eux les coefficients, ce sont eux un peu les stars d'aujourd'hui, divisé par 2j factoriel. Donc la raison pour laquelle il n'y a que les paires qui apparaissent, évidemment, c'est que tous les impairs font 0 à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc on somme sur tous les nombres de Bernoulli pairs de j, et ensuite on va calculer f, la dérivée 2j moins unième, évaluée en n, moins f de j moins unième, évaluée en 0. Donc on fait ceci. Et on doit ajouter un terme de compensation, moins 1 sur 2k factoriel, fois l'intégrale de 0 à n de la dérivée 2km de t, fois le 2kème polynôme de Bernoulli, évalué en quoi? Et c'est là que c'est un petit peu bizarre, évalué en la partie fractionnaire de t. Voilà, donc je vais essayer d'expliquer tout ça. Mais, donc ceci, c'est la formule de l'Hermachlorien. Et ça, maintenant, c'est une formule qui n'est absolument pas mystérieuse, enfin, du moins, qui ne le sera plus du tout une fois que j'aurai donné la preuve, et je vais vous faire une preuve complète. Mais c'est quelque chose où il y a vraiment, voilà, rien de mystérieux. Donc je vérifie juste que j'ai mis les bons signes, etc. Oui, ça a l'air bon. Alors, juste pour expliquer un petit peu, donc ici on a ce qu'on voulait au début, la différence entre une somme et une intégrale, et on voit que c'est égal à les valeurs aux bornes de f de 0, et il y a un signe plus ici entre les deux. Et en revanche, ensuite on a les dérivées de la fonction évaluées en n et en 0, donc aux deux bornes, les dérivées d'ordre impair, et avec les coefficients de Bernoulli devant, et un signe moins ici entre la partie n et la partie 0, et puis ensuite un terme correctif. Et donc vous pouvez sentir déjà d'où viennent les formules dont j'avais parlé au début, ça va être celle-ci en négligeant certains termes. Bon. Alors, d'où vient cette formule? Eh bien, je vais vous en proposer deux preuves. Une preuve avec les mains, mais cette preuve avec les mains, elle va nous expliquer pourquoi est-ce qu'on avait introduit cette chose bizarre. Et ensuite, une preuve rigoureuse. Donc, donnons la preuve avec les mains. Preuve informelle, donc. Mais c'est important de voir cette preuve informelle, parce que vous allez voir, c'est assez beau, et ça donne vraiment l'intuition. Donc la preuve informelle, c'est la suivante. Donc comme c'est informel, je m'embarrasse pas trop de considérations, de convergence et tout ça, je vais juste écrire des choses comme l'aurait fait Euler à l'époque. On veut regarder f de n. Bon, f de n, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on va regarder f de n? Parce qu'on va vouloir sommer les f de n. Mais donc prenons un des f de n. Et on peut se dire, bon, on va utiliser la chose qu'on connaît, le développement de Taylor. Donc on va dire, f de n, c'est à peu près égal à f de 0, enfin c'est même pas à peu près égal, c'est exactement égal à f de 0 plus n f' de 0 plus n carré sur factoriel de f seconde de 0, etc. Et une façon un peu compacte d'écrire ça, c'est d'écrire que c'est une somme, donc pour k allant de 0 à l'infini, de n puissance k sur factoriel k, fois la dérivée km, et donc je vais écrire ça comme d puissance k de f, tout ceci appliqué en 0. Bon. Mais là maintenant, c'est là que ça devient un petit peu marrant, c'est que ceci, on va dire, ah mais en fait, on reconnaît le développement aussi de l'exponentiel. Donc je dis c'est simplement exponentielle de n fois l'opérateur dérivé, appliqué à f, et tout ceci appliqué en 0. Si vous connaissez un petit peu les groupes de Lie, ou si vous avez fait de la physique où on parle de générateur infinitésimal, vous reconnaissez ici D,
le générateur infinitésimal des translations. Et donc effectivement, c'est simplement ce qu'on a fait. On a pris f de 0, et puis on a décalé par une translation de n pour obtenir f de n. Bon. Mais donc si on écrit ça comme ça, ce qui est assez magique, c'est qu'on va pouvoir poursuivre. Maintenant, on va pouvoir calculer la somme pour n allant de 0 à l'infini des f de n. Bon, ben on reprend ce qu'on a écrit au-dessus. C'est simplement la somme pour n allant de 0 à l'infini de exponentielle nd appliquée à f, appliquée à 0. Mais maintenant, on va dire, ah bah cette somme-là, je sais calculer, c'est une série géométrique. Alors, là, on est en train de faire des manipulations un petit peu, comme j'ai dit, informelles. On va dire que ça se passe comme si c'était un nombre plus petit, de valeur absolue plus petit que 1. Et donc, on va remplacer ça par 1 sur 1 moins exponentielle de d fois f de 0. Voilà. Donc finalement, la somme, c'est juste ceci. Bon, alors là, on a l'impression d'être un peu dans les nuages, mais poursuivons. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est redévelopper ça en série. Bon, si je développe ça en série, si vous prenez la fonction 1 sur 1 moins exponentielle de d, vous voyez que quand d, si d était un nombre, et que d tend vers 0, ça diverge. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour régulariser, vous voyez qu'il y a un pôle, eh bien on va simplement écrire que c'est égal à d moins 1, ceci c'est le pôle, fois d sur la même chose. Et pour l'écrire d'une façon extrême positive, je vais mettre un signe moins devant, et je vais mettre exponentielle d moins 1. Voilà. Et maintenant que je suis là, c'est assez intéressant, puisque pour l'instant, on ne sait pas trop ce que veut dire ces choses-là, mais bon, laissons ça. Donc, moins d moins 1. Mais maintenant, j'ai d sur exponentielle d moins 1. Et là, ça vous fait peut-être penser à quelque chose, et vous devriez, puisque bah, c'est exactement ce qu'on avait ici. Si je particularise ça pour x égale 0, j'obtiens, je vais peut-être l'écrire cette formule-là aussi, t sur exponentielle t moins 1, c'est égal à la somme des bn, maintenant les nombres de Bernoulli, sur un factoriel n, t puissance n. Donc en fait, les nombres de Bernoulli eux-mêmes, ce sont simplement les développements de cette fonction-là. N égale 0 à l'infini. Et donc ici, bah, je vais pouvoir utiliser ce développement formel dans ma formule. Et donc, j'obtiens simplement la somme pour, alors je vais l'appeler j, allant de 0 à l'infini, de bn, de bj plutôt, sur factoriel j, fois d puissance j. Tout ceci appliqué à f, et tout ceci appliqué à 0. Et donc là, j'ai presque fini. Maintenant, le terme en j égale 0, il va contenir le pôle, parce qu'il ne contient pas de dérivée, mais là, il y a d-1, donc on va le sortir. Et les autres, on va les laisser comme ceci. Donc on va écrire que c'est moins d-1, appliqué en f, appliqué en 0, moins la somme pour j allant de 1 à l'infini de bj sur j factoriel dj-1 de f de 0. Et alors maintenant, il faut comprendre, donc ceci maintenant on le comprend assez bien, hein, finalement, ceci c'est juste la j-1e dérivée de f. Et puis ici, il faut comprendre un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? Eh bien, d c'est l'opérateur dérivé, donc d-1 c'est l'opérateur primitif. Donc si je vous dis d-1f, on va l'écrire ça en vert là dans un coin, d-1f, c'est une fonction qui, appliquée à t, elle est telle que si j'en fais la dérivée, j'obtiens simplement f de t. Si je mets un moins devant, si je fais la dérivée de ceci par rapport à t, je dois obtenir moins f de t. Eh bien, une façon d'obtenir ceci, c'est de dire que c'est l'intégrale de t à l'infini de f de t' dt'. Puisque si je fais la dérivée de ceci par rapport à t, eh bien j'obtiens bien moins f de t. Et donc, en mettant tout ceci ensemble, on obtient ici l'intégrale de t, mais maintenant t c'est 0, donc de 0 à l'infini de f de t dt, moins la somme pour j allant de 1 à l'infini de bj sur j factoriel
fois la dérivée j moins unième de f en 0. Et maintenant, vous mettez ça de l'autre côté, et vous obtenez quelque chose de proche de ceci. Alors, pas vraiment proche de ceci, mais vous obtenez exactement la formule, en fait, la première formule, celle-ci. Et donc, on a trouvé d'où elle venait. Et c'est ça qui est important ici dans cette première formule. Ça vous dit pourquoi est-ce que ce sont bien les coefficients de Bernoulli qui apparaissent ici. Et la raison, c'est vraiment qu'on a fait ce petit tour de passe-passe avec l'opérateur dérivation. Donc j'espère que vous appréciez la beauté de tout ça, mais si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, puisque j'ai également une preuve beaucoup plus précise, et qui va nous donner non seulement ces choses-là, mais aussi vraiment toute la formule vraiment parfaitement exacte, avec les termes constants, les corrections, etc. Cette formule-là, évidemment, je dis, c'est une formule qui est correcte, donc vous pouvez, si vous n'y croyez pas, vous pouvez toujours la mettre dans un... Bon, déjà la calculer pour des fonctions simples, vous pouvez calculer tout ça, ou la mettre sur un logiciel de calcul formel ou numérique qui vous calculera les intégrales, et vous verrez qu'elle est parfaitement exacte. Donc faisons-en maintenant une preuve, une vraie preuve. Alors, la preuve, ça va être simplement une idée d'intégration par partie. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? C'est assez simple en fait, il suffit de bien faire les intégrations par partie dans l'ordre. Donc on part de l'intégrale de 0 à n de f de t dt. Et c'est ça qu'on va masser pour obtenir la forme qu'on veut à la fin. Bon, eh bien, la première chose qu'on peut faire, c'est de dire que ceci c'est égal à la somme pour j allant de 0 à n-1 de l'intégrale de 0 à j. De j à j plus 1 de f de t dt. J'ai simplement décomposé mon intégrale en plein de petites intégrales de taille 1. Et maintenant, en shiftant, c'est la somme de 0 à n-1 de l'intégrale de 0 à 1 de f de j plus t dt. Donc là, j'ai juste décomposé mon intégrale en une somme de petites intégrales, et je fais ce shift pour avoir une intégrale de 0 à 1. Bon. Et donc maintenant, ce que je vais calculer, c'est cette intégrale-là. Donc je vais me focaliser sur ceci. Donc calculons ceci. Donc l'intégrale de 0 à 1 de f de j plus t dt, eh bien, je vais faire des intégrations par partie. Je vais dire, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de b0 de t f de j plus t dt. Personne ne peut m'empêcher de faire ça, parce que b0, c'est la fonction constante égale à 1. Donc ceci, c'est absolument vrai. Bon. Mais maintenant que j'ai b0, et je vous rappelle la formule clé qu'on va utiliser récursivement, c'est celle sur les dérivées. Donc celle-ci, par exemple, vous dit que la dérivée de b1, eh bien, c'est b0. Bon, eh bien, puisque la dérivée de b1, c'est b0, on va pouvoir intégrer ceci et dériver ceci. Et donc, c'est simplement une intégration par partie. Donc, faisons l'intégration par partie. Donc, j'intègre ceci. Donc, je dis que ça vous fait b1 de t fois f de j plus t entre 0 et 1 moins l'intégrale de 0 à 1. Et donc là, maintenant, je dois dériver. Donc, j'obtiens b1 de t f' de j plus t dt. Et puis, maintenant, j'ai b1. Donc, je peux continuer. Donc, ça me fait b1 de t f de j plus t entre 0 et 1 moins b1. Alors, maintenant, la dérivée de b2, c'est 2b1. Donc, je vais avoir b2 de t sur 2 fois f' de j plus t entre 0 et 1 plus l'intégrale entre 0 et 1 de, maintenant je dérive une deuxième fois ceci, donc b2 de t sur 2 fois f seconde de j plus t dt. Et puis vous voyez que je peux continuer comme ça, aussi loin que je veux. Alors jusqu'où est-ce que je peux aller? Eh bien, comme j'ai supposé que la fonction était 2k dérivable, eh bien, je peux aller jusqu'à 2k. D'accord? Donc en faisant tout ceci, eh bien j'obtiens que finalement il s'agit de
la somme. Donc je vais avoir tous ces termes-là. Donc la somme des disons BL de T, F de J plus T, pardon, c'est BL sur factoriel L. C'est BL de T sur factoriel L. Et j'ai un moins 1 puissance. Donc j'ai des plus quand c'est impair et des moins quand c'est pair. Donc moins 1 puissance L plus 1. Fois F, donc la dérivée L moins unième de J plus T. Entre 0 et 1. Donc ça c'est tous ces termes-là qui sont là. Et puis à la fin, je vais avoir plus moins 1 puissance. Et donc je vais de L allant de 1 à 2K. Et puis le dernier terme, eh bien, je vais avoir ici 2K. Donc ça va être un nombre pair, donc j'ai pas besoin de mettre le moins 1 puissance quoi que ce soit. Donc j'oublie ce moins 1 puissance. Voilà. Et donc plus l'intégrale de 0 à 1 de B 2K de T sur 2K factoriel fois la dérivée 2Km en T. Voilà. Et donc là, j'ai fini. J'ai calculé mes intégrations par partie. Et donc maintenant, il faut juste que je fasse la somme de ces choses-là pour J allant de 0 à n-1. Et c'est là qu'il faut être un tout petit peu soigneux. Dans cette somme, donc je reviens maintenant à la somme du tout début, pardon, l'intégrale de 0 à n de t dt. Eh bien, c'est la somme de ces choses-là pour J allant de 0 à n-1. Et alors, si on regarde ici ces fonctions, vous voyez qu'on va avoir des sommes télescopiques. On a une fonction qu'on évalue de 0 à 1, et si BL de t vaut la même chose en 0 et en 1, eh bien cette fonction-là, ça va juste vous faire f de donc la dérivée L plus m en J plus 1 moins celle en J, mais ensuite on va avoir en J plus 2 moins J plus 1, etc. Donc tout va se télescoper jusqu'à faire du coup simplement la différence de la dérivée L moins unième en n et de celle en 1, en 0. La seule exception à ça, c'est les cas où BL en 1 et en 0 ne vaudrait pas la même chose. Et ceci, je vous rappelle que ça se produit précisément pour B1. B1, si on faisait le graphe ici, donc je vous ai montré les graphes tout à l'heure, mais si on faisait le graphe de B1, eh bien B1 c'est un truc qui fait comme ceci, qui fait moins 1,5, 1,5 en 1. On a 1, là on a plus 1,5, moins 1,5. Donc la seule exception c'est B1. Après tous les autres, hein, B2 c'était quelque chose, donc c'était B1. Si j'écris B2, c'était quelque chose comme ceci, qui faisait 1/6, 1/6. C'est la propriété que je vous ai donnée ici. Dès que n est plus grand que 2, c'est bon. Mais pour 1, la seule exception c'est pour 1, donc pour 1, vous voyez, ça vaut pas la même chose. Et donc ça, il faut y faire attention. Et donc le cas L égale 1 là-dedans est un peu particulier. Parce que du coup, donc ce cas L égale 1, donc on va le calculer. Donc ça fait la somme pour J allant de 0 à n-1 de... donc calculons ce crochet pour L égale 1. Bon, bah comme je vous ai dit, BL en 1, ça vous fait 1,5. Donc ça vous fait 1,5 de F, pas dérivé du tout, de J plus 1, moins 1,5, puisque c'est la valeur de BL en moins 1,5, F de J. Et donc vous voyez que ce moins 1,5, ça fait plus 1,5, donc finalement il n'y a pas d'annulation. Donc ça, c'était le terme en L égale 1. Ensuite, les autres termes, eux, donc, on a ceci, plus tous les autres termes, donc pour L allant de 2 à 2K, eh bien eux, les BL valent la même chose, et donc on peut simplement écrire le nombre de Bernoulli, donc B L sur factoriel L fois moins 1 puissance L plus 1, et maintenant on a simplement la différence de F L-1 en J plus 1 moins F L-1 en J.
Voilà, donc ça va nous faire une belle somme télescopique. Et puis, on a une intégrale ici, de 0 à 1, de ceci. Et donc, pardon, j'ai oublié ici, j plus t. Pardon. Ici, très important, j plus t. dt. Voilà. Et donc là, on a cette intégrale-là, et on voudrait, si possible, se remettre à une intégrale entre j et j plus 1, de sorte à réavoir une intégrale entre 0 et n. Donc ici, on voudrait avoir une intégrale entre j et j plus 1. Donc ça, c'est facile. On écrit intégrale de j à j plus 1 de f de k de t, dt. Mais maintenant, il faudrait shifter ce polynôme. Et shifter de combien? Eh bien, de la valeur j. Mais une façon d'obtenir ça qui soit indépendante de j, c'est de prendre la partie fractionnaire de t. Donc c'est de là que vient cette chose un peu bizarre. Donc b de k évaluant la partie fractionnaire de t, divisé par 2k factoriel. Voilà. Et donc là, on a vraiment fini. Maintenant, il suffit de collecter tous les termes. Et donc ici, on a cette somme sur j. Donc on somme tous les f de j. Et ici, on somme tous les f de j aussi. Mais vous voyez que quasiment tous vont apparaître deux fois, donc avec un signe finalement, avec plus 1. C'est pour tous les j qui sont entre 0 et n-1. Par contre, pour les deux bornes, pour 0 et n, eux, ils manquent, ils apparaissent que 1 demi-fois. Donc on va écrire que c'est la somme pour j allant de 0 à n des f de j, moins f de 0 plus f de n divisé par 2. Ça, c'est ce terme-là. Ensuite, on a ce terme-là qui nous donne simplement plus la somme pour L allant de 2 à 2k de B, L sur factoriel L moins 1 puissance L plus 1 de F. Alors là, on va simplifier aussi un petit peu la chose parce que comme on a les nombres de Bernoulli au-dessus de 2, finalement, il n'y a que les paires qui rentrent en jeu. Donc comme il n'y a que les paires qui rentrent en jeu, je vais écrire uniquement les paires directement. Donc je vais écrire ça comme ceci. Je vais écrire ça comme la somme pour L allant de 1 à k de... donc L est paire maintenant. Donc ça nous donne un signe moins ici. Et donc j'ai B puis 2L sur 2L factoriel F 2L moins 1 évalué en N moins F 2L moins 1 évalué en 0. Et si vous vérifiez, vous mettez tous les termes du bon côté et c'est bien la formule finale. CQFD. Voilà. Donc bon, cette preuve, peut-être tout petit peu longue, ou voilà, mais un petit peu pénible, mais vous voyez finalement c'est juste une intégration par partie, enfin plein d'intégrations par partie. Et puis à la fin, il faut bien recoller les termes et faire attention au fait que les polynômes de Bernoulli ont les propriétés que je vous avais demandé de prouver ici en exercice. Voilà. Alors, tout ceci étant fait, voyons maintenant qu'on a cette formule, voyons les applications et voyons des cas particuliers. Donc c'est la partie suivante. Application. Donc la première application que je voudrais vous montrer, c'est la formule étrange. Donc la formule étrange, c'est la formule de laquelle on est parti au début. C'était cette formule-là, voilà, ici. D'où vient cette chose-là? Quelles hypothèses est-ce qu'il faut avoir pour que ceci soit vrai, et est-ce que ça peut même être vrai? Bon, eh bien, une des façons de l'avoir, c'est de dire, prenons f, une fonction c infini, à support compact. D'accord, disons de 0 plus l'infini dans R, dans C. Donc si elle est à support compact, ça veut dire qu'il existe une certaine valeur de t, telle que f de t vaut 0, identiquement 0, au-delà. Et alors dans ce cas, si c'est le cas, ça veut dire que toutes les dérivées, évidemment, font aussi 0,
Et donc si on prend notre formule principale ici, vous voyez que ces sommes maintenant deviennent, on peut faire tendre n vers l'infini sans problème, ici aussi, parce que ça va faire 0, ici aussi, puisque dès que n est grand, toutes ces dérivées font 0, et ceci est parfaitement intégrable. Et donc si on fait ceci, il suffit donc on peut prendre la limite quand n tend vers l'infini, et on obtient vraiment une égalité. On obtient que la somme pour n allant de 0 à l'infini de f de n moins l'intégrale de 0 à l'infini de f de t dt est égale tout simplement à f de 0 sur 2 moins la somme non, je sais plus quel indice j'avais pris, disons de j allant de 1 à l'infini, enfin plutôt de 1 à k de Bernoulli 2k sur 2, pas 2k, de j sur 2j factoriel fois les dérivées de j moins unième en 0, évidemment, moins le reste, 1 sur 2k factoriel fois l'intégrale de 0 à l'infini de la dérivée 2kème de t, b de k dans la partie fractionnaire de t dt. Et donc ceci, c'est la version correcte de la formule étrange du début, valable pour une fonction à support compact. Et donc la raison pour laquelle je disais que ça ne pouvait pas marcher au début, c'est parce que, vous vous rappelez, j'ajoute une espèce de grosse bosse quelque part entre deux entiers. Évidemment, cette grosse bosse, elle apparaîtra ici dans le reste. Et cette formule, elle est valable pour tout cas. Pour tout cas supérieur ou égal à 1. Donc je me fixe un entier et j'ai cette formule-là. Évidemment, on pourrait se dire, ah bah je vais prendre maintenant k qui tend vers l'infini, sauf que, et donc on peut se dire, ah bah ce terme-là va peut-être tendre vers 0, et on aura vraiment la formule qu'on voulait, sauf que, bon bah il n'est pas garanti que ce terme-là tende vers 0, puisqu'on a ces fonctions qui peuvent, si on a une fonction à support compact, en général les dérivées, vous voyez, si on fait une troncation, les dérivées à l'endroit où ça va arriver à 0 risquent d'être peut-être importantes. Donc il faut ensuite faire de l'analyse, essayer de contrôler le reste et voir dans quel cas cette formule est applicable. Mais en tout cas, ça nous donne une version correcte de la formule étrange. Et alors, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus là-dessus, mais juste faire une petite digression pour vous dire que une des raisons pour lesquelles je vous parle de cette formule de la Maclaurin aujourd'hui, c'est pour connecter avec des choses de théorie quantique des champs, et en particulier l'effet Casimir. L'effet Casimir, c'est un petit calcul assez simple dont je parlerai dans une autre vidéo, mais dans laquelle j'aurai besoin de cette formule. Donc, je vous réfère à cette vidéo-là. Et la raison pour laquelle je vous ai fait toute cette longue vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'au début, je voulais faire cette vidéo sur l'effet Casimir, et je me suis dit qu'il fallait que j'explique d'où venait cette formule, et finalement, ça allait me prendre 2 ou 3 heures, et donc je me suis dit qu'il valait mieux en faire une vidéo à part entière. Mais voilà, donc pour cette formule étrange, on verra l'effet Casimir dans une autre vidéo. Je vais me concentrer maintenant sur des applications un peu plus simples, et en fait revenir au tout début de l'histoire. Au tout début de l'histoire, donc formule. Donc c'est des formules qui s'appellent les formules de Faulhaber. Alors qu'est-ce que c'est que ces formules? C'est les formules que vous connaissez sans doute très bien, mais qui ont fasciné les mathématiciens. Donc là on est encore avant Euler, on est plutôt au XVIIe siècle, et ce sont les formules qui donnent les sommes des puissances des entiers. Donc somme des n puissance, somme des n, pour n allant de 0 à n, et bien ceci c'est égal à n plus 1 sur 2 évidemment. Si vous écrivez la somme pour n allant de 0 à grand N de n carré, et bien vous obtenez n plus 1, 2n plus 1 sur 6, etc. Eh bien, ces formules, vous pouvez développer évidemment ces polynômes, et donc vous obtenez n carré sur 2 plus n sur 2. Ici, vous obtenez n cube sur 3 plus n carré sur 2 plus n sur 6, etc. Donc si je vais juste écrire la suivante, 0 à n
de n cube, eh bien ça vous donne n puissance 4 sur 4 plus n puissance 3 sur 2 plus n puissance 2 sur 4, etc. Et ce que les mathématiciens de l'époque regardaient, c'était est-ce qu'il y a une logique dans ces coefficients qu'on obtient là. Et en fait, si vous allez suffisamment loin, vous allez trouver le 691. Donc peut-être que au lieu de le faire à la main, je vais vous montrer sur le ici. Donc vous voyez, si Mathematica est suffisamment fort pour calculer des sommes comme ceci. Donc si vous calculez la somme des n pour n, alors je vais plutôt somme des k pour k allant de 0 à n. Et donc là j'ai pris n égale 15, donc voilà, et donc vous trouvez évidemment cette chose-là. Si vous calculez la somme des k carrés, vous trouvez ceci, etc. Et donc on peut faire une table de toutes ces sommes pour la somme, on va l'appeler S, allant de 1 à, par exemple, 10. Donc S, ça va être l'exposant, ici. Et donc on peut lui demander de le développer et d'en faire une table, et voilà la table que vous obtenez. On peut aller un petit peu plus loin. Voilà. Et quelque chose qui est assez frappant, que vous pouvez observer sur cette table, c'est l'apparition ici de 691. Et alors ça, quand on a 691, on se dit qu'il doit y avoir un rapport avec les nombres de Bernoulli. Et effectivement, si vous regardez un petit peu plus précisément, vous voyez le moins 1 sur 30, le n sur 42, le moins n sur 30, le 5 sur 66, etc. Ce sont précisément les nombres de Bernoulli qui apparaissent ici de ce côté-là. Et donc, en fait, c'est de là que viennent les nombres de Bernoulli. Bernoulli les a introduits pour expliquer la logique des coefficients dans cette table. Et alors, on pourrait retracer la façon dont eux les ont obtenus, mais nous, on a un outil qui est maintenant beaucoup plus fort que ceci, puisqu'on a la formule de L'Hermaclaurin qui généralise tout ça. Comment est-ce qu'on fait? Il suffit de prendre ici une fonction polynomiale. Donc, si j'écris cette formule pour une fonction polynomiale, évidemment, les fonctions polynomiales, ce sont celles pour lesquelles les dérivées, au bout d'un certain rang, sont identiquement nulles. Et donc, il est très facile de prendre la limite quand k tend vers l'infini de cette chose-là, puisque ce terme-là vaut 0. Et ici, on prend l'infini, mais évidemment, en réalité, ce sera qu'une somme finie. Et donc, si on fait ceci, donc on prend la formule Euler-Maclaurin pour une fonction f polynomiale, quelle qu'elle soit, eh bien, ça vous donne tout simplement la somme pour n allant de 0 à grand N. Donc, vous voyez maintenant, l'entier qu'on fait tendre vers l'infini, c'est k dans ma formule d'avant. C'est l'ordre auquel on va, c'est pas n. Alors que là, dans la formule que j'ai donnée ici, c'était n, alors qu'on gardait k constant. Donc, vous voyez, il va y avoir ces sortes de limites qui sont importantes. Mais donc ici, la somme pour n'importe quel polynôme, donc de f de n, eh bien, ça vous dit que c'est égal à l'intégrale de 0 à n de f de t dt, qui est très facile à calculer, c'est l'intégrale d'un polynôme, plus f de 0 plus f de n sur 2, plus la somme pour j allant de 1 à l'infini, mais c'est une somme finie, de b de j sur factoriel de j, f de j moins unième en n, moins f de j moins unième en 0, tout simplement. Et ceci, c'est une formule absolument exacte, et donc en particulier, vous pouvez l'appliquer pour n puissance s, où s est un certain entier, à n, donc de n puissance s est égal à, donc là vous pouvez tout calculer explicitement, ça vous fait n puissance s plus 1 sur s plus 1, c'est simplement l'intégrale, plus, donc on va supposer que s est un entier positif, comme ça on n'aura pas de f de 0, donc plus simplement n puissance s sur 2, plus la somme pour j allant de 2 à l'infini, et donc là j'utilise
jusqu'à S du coup, de, et donc là je vous laisse calculer donc en exercice, que ça vous donne 1 sur j fois le coefficient binomial S j-1 bj n puissance S plus 1 moins j. Voilà. Donc ceci, c'est la formule, et elle est valable pour toute S appartenant à n positif. Donc dès que n est un entier strictement, dès que S est un entier strictement positif, vous pouvez calculer la somme des puissances Sième, et c'est de là que viennent les nombres de Bernoulli. Et donc ceci, c'est une formule, donc la formule générale, donc c'est Bernoulli 1713. Voilà. Bon, donc ça c'est quelque chose d'assez simple. Mais maintenant, on voudrait regarder d'autres cas. Donc pour l'instant, on a regardé des cas un peu triviaux. On a regardé les cas des fonctions à support compact, où on pouvait prendre très facilement la limite quand n tend à l'infini, et les fonctions polynomiales dans lesquelles on peut prendre de façon très simple la limite quand k tend vers l'infini dans notre formule centrale, qui est ici. Maintenant, on voudrait regarder qu'est-ce qui se passe dans les autres cas. Et c'est là qu'on va obtenir le cas passionnant des séries asymptotiques. Et donc je vais peut-être donner une autre partie pour ceci. Série asymptotique. Et là, il faut faire un petit peu attention, surtout si vous avez étudié un petit peu d'analyse à l'université ou en prépa, peut-être que vous n'avez pas vu ceci. Et donc, c'est quelque chose d'important. Je vais l'écrire en bleu pour dire que c'est quelque chose voilà, et puis qui est important et qui est vraiment... Comprendre ça, c'est vraiment quand même une étape importante, je trouve. Donc la chose, c'est la suivante. Donc considérons le développement. Donc vous prenez une fonction, hein, là on est un petit peu informel. Hein. Le développement, donc f de x égale, je vais mettre un point d'interrogation pour dire, le but c'est de dire ce que veut dire ce signe égal, mais on vous donne un développement et on vous dit, eh bien c'est la somme pour n allant de 0 à un certain entier grand M, M pour maximum si vous voulez, de certains coefficients, disons à n fois x puissance n. Alors, il y a deux façons de penser à ce développement. La première façon, c'est, on dit que c'est une série entière ou convergente sur l'intervalle i. Donc on se fixe un certain intervalle dans lequel la variable x va pouvoir se situer, et on va dire que c'est une série entière qui converge sur l'intervalle i si, pour tout x appartenant à i, bon bah c'est la chose qu'on apprend un petit peu, la limite, quand m tend vers l'infini de ceci, nous rend ceci. Donc je vais écrire ça comme la limite, quand m tend vers l'infini de f de x moins la somme pour n allant de 0 à m de a n x n est égal à 0. Donc ça, c'est en principe ce avec lequel on est le plus familier. Mais il y a une autre... Donc il est possible que pour un certain développement, ceci soit vrai ou ne soit pas vrai. Si c'est pas vrai, ben, c'est juste pas une série entière, ça veut dire que ben, si on calcule ça, on n'obtient pas la bonne fonction en prenant x et en faisant tendre n vers l'infini. Mais c'est pas parce que c'est pas le cas que ce n'est pas intéressant. Et donc c'est le deuxième point que je voudrais mentionner. On dit que c'est une série asymptotique
au voisinage de 0, disons, si, eh bien là, c'est un petit peu dans l'autre sens qu'on va dire, c'est pour tout m, pour tout entier m positif, la limite, quand x tend vers 0, de f de x, moins la somme pour n allant de 0 à m, donc maintenant m est fixé, de an xn, eh bien, on veut dire que ça fait 0, mais vous voyez que là ça va pas marcher, parce qu'on va faire tendre m vers 0, donc ce qu'on veut dire, c'est qu'on approxime bien ceci. Ça veut dire que on est précis à l'ordre m. Et donc il faut ici que je divise par x puissance m, et vous voyez que si on a ceci qui est vrai, alors on a bien approximé la fonction f de x à l'ordre x puissance m. Mais ça ne nous dit rien de la convergence ou divergence de la série elle-même au sens de la ligne d'avant. Vous voyez, m ici n'est pas amené à être forcément très grand. Donc, juste pour bien comprendre la structure de ces deux définitions, vous voyez qu'ici on a une série entière sur l'intervalle i. Donc l'intervalle i, c'est celui sur lequel x va prendre sa valeur, et il intervient ici. À l'inverse, dans l'autre cas, on est au voisinage de 0, et c'est au voisinage de 0 qu'on va prendre la limite. Donc vous voyez, c'est x tend vers 0 ici. Et donc ce qui concerne, donc j'ai pas, mon code couleur est peut-être pas très bon, mais vous voyez, et donc de façon très importante, je vais peut-être l'écrire en rouge aussi, parce que c'est ce qui concerne x, mais maintenant ce qui concerne x est ici. Alors, donc x est là x était là, et m est là, et là m est là. Donc ce sont des choses absolument radicalement différentes. Et le meilleur moyen de l'utiliser, c'est de l'utiliser dans la formule de Lerre-Maclaurin. Donc ça, c'est très important. Et donc faisons une utilisation avec une petite remarque. On utilisera souvent non pas x au voisinage de 0, mais plutôt x très grand. Et donc on va souvent poser x égale 1 sur n, avec n qui va devenir très grand. Donc c'est ça qu'on va faire le plus souvent pour les développements asymptotiques. En tout cas dans cette vidéo. C'est pour ça que j'ai pas appelé n la borne ici, pour pas confondre avec ce n. Ok, donc faisons un exemple d'utilisation. Et c'est un exemple absolument fondamental qui est la série harmonique. Et là, c'est vraiment très joli. Donc la série harmonique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la somme pour n allant de 1 à grand N de 1 sur n. Alors, une chose qu'il faut dire, c'est que là, toute la première partie de la vidéo, j'ai utilisé des sommes de 0 à n. Évidemment, je ne peux pas sommer ça pour n égale 0, donc je vais tout shifter, mais ça change pas grand-chose, je vous laisse, pareil, c'est un petit exercice. En principe, on pourrait obtenir une formule de Lerre-Maclaurin pour n'importe quelle borne, c'est pas très difficile. Donc à ce petit shift près que je vous laisse faire en exercice, eh bien, je vous laisse calculer que... Ah oui, non, pardon, j'aurais dû dire un truc avant. Bon, c'est pas grave, je vais dire ça tout de suite. Donc, si on fait, on fait la formule de Lerre-Maclaurin pour la série harmonique, donc pour f de t égale 1 sur t. Alors, on trouve ceci, donc somme des 1 sur n, et alors on doit comparer ça à l'intégrale des 1 sur t, ça vous fait un logarithme. Donc ça, vous savez que c'est égal à le log de n, donc j'écris log pour le logarithme naturel, hein, le ln, c'est pareil. Ça vous fait ce logarithme. Et ensuite, dans la formule de Lerre-Maclaurin, il y a tout un tas, vous voyez, d'évaluations de f en 0. Donc il y a celui-là, là, et puis il y a tous ceux qui sont là. Tout ça, je vais les impacter
dans une certaine constante. Et je ne vais garder que les dépendances en n. Et je vais aussi impacter la constante. Enfin, le terme correctif. Donc tout ceci, je vais le mettre dans une certaine constante. C'est la fameuse constante grand C du début, que je vais expliquer de façon un peu plus générale dans une minute. Mais en tout cas, tout ceci, ça ne dépend pas de n. Donc en termes de n, on va écrire tout ça sous la forme d'une constante. Et cette constante, pour la série harmonique, elle a un nom, on va pas l'appeler C, on va l'appeler gamma. C'est la constante de l'air, encore une fois. Qui vous donne voilà, le reste de ceci. Et puis ensuite, on a tous les termes de Bernoulli qui nous donnent les corrections. Et donc si vous le calculez ici, je vous laisse le vérifier, que vous trouvez 1 sur 2n moins b2 sur 2n carré moins b4 sur 4n4, etc. Moins b6 sur 4 sur 6n6, moins, etc. Et donc maintenant, que faisons-nous avec ça? Donc c'est une formule absolument remarquable. Et on peut la voir sous plusieurs facettes. Donc c'est un développement asymptotique. Série asymptotique. Et on va pouvoir l'utiliser pour calculer, par exemple, cette fameuse constante de l'air. Si on voulait calculer de façon naïve, on pourrait utiliser, donc comment calculer? Gamma. Eh bien, la formule naïve, c'est la série convergente. C'est-à-dire, vous vous dites, ah bah, je vais calculer la limite, quand n tend vers l'infini, de la somme, pour n allant de 1 à grand N, de 1 sur n, moins le logarithme de n. Ceci, je sais que c'est égal à gamma, par définition. Et donc, je vais juste prendre ceci pour un n très grand, et puis voir ce que ça fait. Et donc, je peux vous montrer ce que ça fait. Donc, si je reprends ici mon calcul, voilà, je calcule la somme des 1 sur m moins log de n pour n allant de 1 à 10, par exemple, et voici les valeurs que je trouve. 1, 0,8, 0,7, etc. Et vous voyez que ça converge lentement, parce que les nombres continuent à bouger. Et donc, même si je calculais jusqu'à 100, par exemple, eh bien, vous voyez, ça converge, mais c'est quand même très très lent. Et alors, je ne sais pas à quel point Euler, il était probablement un très très bon calculateur, mais donc, disons que ce qu'il pouvait faire, c'est peut-être calculer, je ne sais pas, peut-être jusqu'à 1000. Donc, on met n égale à 1000 là-dedans. Voilà. Et on trouve une valeur comme ceci. Mais si on compare avec la valeur correcte, bon, bah, vous voyez qu'on a 3 chiffres significatifs qui sont bons, mais c'est tout. Et pourtant, on a calculé jusqu'à 1000. Et donc, ça va être extrêmement, extrêmement lent d'arriver à avoir quelque chose qui donne une valeur précise. Et en particulier, si on veut appliquer cette même méthode pour calculer le problème de Bâle, la somme des inverses des carrés, ça va nous faire quelque chose de similaire. Ça va faire une convergence très très lente, et ça va pas du tout être efficace si on veut avoir, si on veut pouvoir deviner juste sur ceci. Puis calculer 1000, la somme de 1000 inverses, ça doit être quand même très très pénible. Donc il faut trouver mieux. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est simplement utiliser la formule de Lerma-Clorin, et d'utiliser non pas ceci, mais une série divergente. Donc ceci, c'est inutilisable en pratique. Mais on peut utiliser une série divergente. Quelle va être cette série divergente? Eh bien, on va fixer n, et calculer eh bien, la différence, c'est-à-dire la somme des 1 sur n, pour n allant de 1 à n, moins log de n, et puis moins tous ces trucs-là, donc moins 1 sur 2n, plus b2 sur 2n2, plus b4 sur 4n4, plus tatata. Alors, tout est dans le tatata. Des petits points, où est-ce que je m'arrête? On pourrait dire, bah, je vais jusqu'à l'infini. Mais non, parce que, rappelez-vous, b
n, c'est plus qu'exponentiel. Donc, cette série a 0 rayon de convergence. Le rayon de convergence de ceci, c'est 0, c'est-à-dire que pour toute valeur de n non infinie, ça donne quelque chose d'incongru. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on va arrêter à un certain ordre. Donc on va simplement s'arrêter à plus b 2k sur 2k, n puissance 2k, pour un certain k, max. Et ce que je prétends, c'est que ceci, c'est une façon bien plus efficace de calculer gamma. Et on va le voir, on va s'en convaincre tout de suite avec le programme ici. Donc c'est ce que j'avais noté ici. Donc ici, alors, vous voyez cette expression-là, c'est exactement ce que j'ai écrit. C'est la somme des 1 sur m, moins le log, etc. Et puis, alors ce qu'on va faire, pardon, je vais pas faire ça, ce sera plus pédagogique, je pense, de le faire comme ça. Alors, là, c'est n'importe quoi. Donc j'ai dit, je me fixe un n. Donc par exemple, je vais dire n égale 10, par exemple. Et je dois me fixer un k max ici, jusqu'où je vais dans la somme. Donc ce k max, je vais dire, par exemple, je vais jusqu'à 2 simplement. Et alors voilà ce que j'ai. Donc, est-ce que c'est compliqué de calculer ça? Pas très, parce que j'ai que 10 termes à calculer ici. Ça, voilà, c'est 10 termes. Et ici, j'ai juste 2 termes à calculer. Donc au total, j'ai 12 termes, une somme de 12 termes, et j'obtiens ceci. Et je voudrais avoir une version voilà, approchée, et j'obtiens ceci. Mais vous voyez qu'avec ces 10 termes, j'ai déjà en fait beaucoup plus de précision qu'avec 1000 termes ici. Vous voyez, la valeur correcte, elle est là, et j'ai plus de précision. Et je suis allé jusqu'à k égale 2. Si je rajoute quelques termes, disons je vais jusqu'à k égale, je sais pas moi, 5, eh bien j'ai cette valeur-là. Et là, il faut que je vois est-ce que je suis vraiment précis, donc je vais aussi calculer la constante de l'air avec le même nombre de chiffres significatifs, et vous voyez que, en fait, oui, tous les chiffres, enfin jusque là, collent. Donc c'est incroyable, juste avec, 15 termes, j'ai une précision incroyable, bien plus, des milliers de fois plus qu'avec 1000 termes ici. Et pour voir un petit peu mieux comment ceci fonctionne, eh bien on peut faire la table de ces résultats-là, où je fais varier le k max, disons entre 1 et 10. Et voilà les valeurs que j'obtiens. Et là, vous pouvez voir la convergence avec les chiffres qui se stabilisent. Et vous voyez que ici, on a le nombre vraiment complet. Avec seulement, donc comme je dis, k max égale 10, donc on a seulement 10 termes. Et si j'augmente la valeur de n, je vais être encore plus précis. Si je mets n égale 100, bon, certes, je dois calculer 100 termes, mais 100 termes, ça reste peut-être raisonnable, et toujours seulement une dizaine de ce côté-là. Et là, j'obtiens quelque chose qui converge, vous voyez, juste avec k max égale 3 ou 4, on a déjà saturé la précision. Donc là, je pourrais vraiment augmenter la précision de mon calcul pour voir à quel point ça converge vite, et à quel point, effectivement, tous les nombres sont précis. Donc la leçon, c'est que si on veut calculer quelque chose précisément, il faut surtout utiliser les séries divergentes et non pas les séries convergentes. Voilà, donc j'espère que ce petit calcul vous a convaincu. Je vous invite à le faire vous-même. Donc oui, c'est très efficace. Les séries divergentes sont celles qui convergent en fait le mieux. Alors, donc ça c'était un exemple. Donc maintenant, le cas général. Donc le cas général, c'est donc pour avoir des séries asymptotiques. Donc le théorème, c'est le suivant. Je vais le faire légèrement informel parce que j'ai pas envie de donner des conditions qui vont être souvent trop restrictives pour pouvoir majorer vraiment le reste. Mais donc mon théorème, c'est que donc soit f une fonction, donc disons toujours pareil, de 0 plus l'infini dans C, on va supposer qu'elle est de classe C infini, et on va supposer qu'elle soit telle que
la limite quand k tend vers l'infini du terme, donc de tout ce qui concernait les zéros, donc de f de 0 sur 2 moins la somme pour j allant de 1 à k de b de j sur 2j factoriel f de j moins 1 de 0 plus, moins 1 sur factoriel 2k de l'intégrale de 0 à l'infini de f de k de t b de k de partie fractionnaire de t dt existe. Et cette limite, c'est celle-ci que je vais appeler C. Et c'est la fameuse constante qui apparaissait au début dans mon introduction. Alors, on a un développement asymptotique donné par la deuxième partie de la formule de Lermach-Lorentz. Donc là, on a isolé tous les termes qui ne dépendaient pas de n, et on garde simplement les termes qui dépendent de n. Donc la somme pour n allant de 0 à grand n de f de n est égale à l'intégrale. Moi, j'ai déjà écrit ça maintenant plein de fois, je pense que vous commencez à le connaître par cœur, de f de t dt plus f de n sur 2 plus la constante plus la somme db de j sur 2j factoriel f de j moins 1 en n plus un grand O de quelque chose. Et donc là, ça va dépendre, c'est ça que je ne veux pas rendre trop précis. Donc j allant de 1 à k. Et la chose qui est là, évidemment, c'est notre constante c. Donc c'est, comme je dis, c'est pas vraiment un théorème dans le sens où j'ai pas précisé exactement le grand O. Ça va dépendre du comportement des dérivés. Mais, donc il vaut mieux le voir un peu en cas par cas et essayer de contrôler dans chaque exemple. Donc par exemple ici, pour le cas de la série harmonique, eh bien les dérivés évidemment ont un comportement très très régulier. Et donc vous pouvez très simplement voir que cette limite existe, etc. Donc voilà, donc ceci c'est le développement asymptotique. Et donc pour donner un autre exemple, enfin c'est un exercice. En exercice, vous pouvez essayer d'utiliser, de la même façon que je vous ai montré qu'on pouvait calculer la constante de l'air gamma avec la série divergente, eh bien vous pouvez aussi utiliser cette série divergente pour calculer tout un tas d'autres constantes, et par exemple le nombre pi via la formule de Stirling, qui vous dit que le logarithme de factoriel n, alors normalement la formule de Stirling, vous la voyez en un équivalent de factoriel n, mais vous voyez que si vous prenez le logarithme de factoriel n, comme factoriel n c'est un produit, le log d'un produit c'est une somme, donc ça c'est simplement la somme des logs. Et donc vous pouvez utiliser directement ceci, donc je vous laisse prouver que vous avez le développement asymptotique logarithme de factoriel n comme étant égal à n fois le logarithme de n, moins n, plus 1/2 de logarithme de n, plus la constante, que je vais devoir écrire tout à l'heure, plus, et là le développement en termes de Bernoulli, ça va être simplement la somme pour k, disons, je vais l'écrire en termes de... de j allant de 1 à k, de b de j sur 2j moins 1 de j n puissance 2j moins 1, plus un grand O du dernier terme que j'ai négligé, donc de j moins 1, donc de 1 sur n puissance de k plus 1. Quelque chose comme ça. Et la constante ici, ça va être 1/2 du logarithme de 2pi. Et donc c'est ça qui est donné par la formule de Stirling. Mais si vous voulez calculer cette constante et voir que c'est 1/2 de log de 2pi, la formule qui va vous permettre d'aller très très vite, ça va être d'utiliser quelques termes ici du développement asymptotique. Et donc oui, tant que je suis là,
J'ai remarqué que j'ai oublié tout à l'heure de vous dire le comportement à grand N des nombres de Bernoulli pour que vous voyez que oui, en effet, la plupart, si ce n'est toutes, les séries qui font intervenir ces nombres de Bernoulli vont être divergentes, tout simplement parce que vous avez l'équivalent que B2n, donc les nombres de Bernoulli qui apparaissent tout le temps, c'est équivalent, c'est une formule, c'est pour ça que je la donne maintenant, parce que c'est analogue à la formule de Stirling, c'est 4 racines de pi n fois n divisé par pi e puissance 2n. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui croît extrêmement vite, et donc c'est pour ces raisons-là que les séries, que ce sont des développements perturbatifs qui sont toujours divergents. Voilà. Très bien, et donc pour finir ce petit exposé, on va regarder un dernier exemple. La fonction zeta de Riemann. Donc l'appeler la fonction de zeta de Riemann, évidemment, c'est un saut, c'est un peu anachronique vis-à-vis de ma formule, Riemann, donc 19e siècle, donc on est plus de 100 ans après. Mais néanmoins, vous avez peut-être pensé à ceci quand j'ai écrit cette formule là. Je vous l'ai dit que pour S, un entier positif, on avait une valeur exacte pour la somme des puissances de S. Et je l'ai appelé S parce que on peut ensuite penser à ce S comme quelque chose d'un peu plus général que des entiers. Mais dans ce cas-là, si S n'est pas un entier, la fonction n'est pas polynomiale, et par conséquent, ce que j'ai écrit là est faux, puisque j'ai utilisé le fait que les grandes dérivées de f étaient 0. Mais néanmoins, on peut prendre exactement la même formule et utiliser la formule de Lerre-Maclaurin qui, elle, est vraie tout le temps. Si vous faites ceci, encore une fois, je vous laisse faire les petits détails, et on va écrire le développement asymptotique de la fonction zeta de Riemann de la façon suivante. Donc on va dire pour tout, donc c'est un théorème aussi, donc là ce coup-ci un vrai théorème, puisque je vais pouvoir contrôler le reste. Donc théorème, donc soit S un nombre complexe différent de moins 1, et soit K un entier positif tel que K soit supérieur à la partie réelle de S plus 1. Et on va supposer qu'il est pair. Alors, pour n grand, on a le développement asymptotique suivant. Somme pour n allant de 1 à grand N de n puissance S, c'est égal à n puissance S plus 1 sur S plus 1, donc ça c'était le même terme qu'on avait tout à l'heure, plus n puissance S sur 2, donc vous reconnaissez les deux premiers termes de Euler-Maclaurin. Ensuite, on doit avoir la constante qu'il va falloir placer, et ensuite le reste, c'est exactement ce que j'avais écrit tout à l'heure, la somme pour J allant de 2 à K, de 1 sur J, S, J-1, BJ, n puissance S plus 1 moins J, plus un grand taux de n puissance S moins K moins 1. Donc voilà le théorème. Évidemment, pour qu'il soit complet, il faut que je vous donne la valeur de la constante. Et cette valeur de la constante, et c'est pour ça que cette constante, elle joue un rôle si important, et c'est ce qu'on appelle parfois la constante de Ramanujan, le fameux terme constant qui est donné ici. J'aurais pu, ce que je note par ce C en rouge depuis le début. Et donc c'est cette limite là. Ce C, c'est simplement la fonction zeta évaluée en moins S, puisque j'ai pris la somme des n puissance S. Mais alors, ce qui est remarquable avec ce théorème, c'est que ça nous permet de calculer
pour toute valeur de S complexe, on peut calculer vraiment la valeur de zeta, même si on n'a pas une valeur exacte est inaccessible par un développement asymptotique, mais on peut avoir une valeur à peu près aussi précise qu'on veut en faisant très peu de calculs. Et là, vous voyez qu'on n'a pas besoin de parler de prolongement analytique ou de choses comme ceci pour obtenir la valeur. Donc, un premier commentaire, c'est que si on croit à cette formule, alors en prenant, par exemple, zeta de moins 1, eh bien, il suffit de prendre s égale 1. Et ça, s égale 1, c'est ce qu'on a vu tout au début, mais allez, quand j'ai parlé de ça dans l'introduction, ça paraissait être un truc un peu tiré par les cheveux, mais maintenant, c'est pas du tout tiré par les cheveux, je prends s égale 1, ici j'obtiens nn plus 1 sur 2, c'est exactement égal à ceci, mais le terme ici nous donne un plus 1/12, et par conséquent, on voit immédiatement que ça nous donne moins 1/12. On n'a pas eu besoin de faire de prolongement analytique, tout ce dont on a eu besoin, c'est de dire que la fonction de zeta, c'est le reste, c'est juste le coefficient constant de ce développement. Et dans les cas où S est un nombre complexe de parties réelles strictement inférieure à moins 1, alors cette série-là est convergente. Tous ces termes-là, tous les autres termes ici vont s'en aller, et finalement on obtient bien que oui, dans les cas où donc, on a obtenu ceci, on a obtenu que si la partie réelle de S est strictement plus grande que 1, alors en prenant la limite quand n tend à l'infini de ceci, on obtient que zeta de S est égal à la limite, enfin plutôt même est égal à la somme, quand n va de 1 à l'infini, de 1 sur n puissance S. Mais là, vous voyez que cette formule-là, qu'on donne souvent comme la définition de zeta, c'est partiel, parce qu'il faut supposer ceci. Alors que la formule d'ici est valable tout le temps. Et donc, pour finir, je voudrais juste vous montrer numériquement ce que ça donne, en repassant sur le Mathematica. Et je vous avais ici préparé, voilà. Donc ceci, c'est l'expression que j'ai écrite là, le développement, le n puissance s plus 1, etc. Et voilà. Donc la différence entre ces deux choses-là, c'est le développement asymptotique de la fonction de Riemann. Donc par exemple ici, j'ai pris s égale moins 2, ce qui veut dire qu'on va calculer le développement, enfin on va calculer une valeur approchée de zeta de 2. Autrement dit, ce que nous on sait être pi carré sur 6. Mais vous voyez comment, et donc là on revient donc à la fin de cette vidéo, on revient à la motivation du tout début, comment est-ce que Euler a pu calculer que la somme des inverses des carrés c'était pi carré sur 6. S'il a voulu faire, vous voyez, si on prend juste la somme des 1 sur m au carré pour m allant de 1 à n, et que je vais jusqu'à 10 par exemple, et que je prends une valeur approchée, je trouve 1,54. Pi carré sur 6, c'est 1,64. Hein, si vous mettez pi carré sur 6, c'est 1,64, etc. Donc vous voyez, on en est loin. S'il va jusqu'à 100, il trouve même pas le deuxième chiffre correct. S'il va jusqu'à 1000, bon là, le deuxième chiffre est bon, mais le troisième toujours pas. Donc c'est très difficile de reconnaître. Et calculer la somme des inverses de 1000 carrés, c'est quand même des choses vraiment compliquées. Alors que ce qu'il peut faire, c'est prendre simplement sa formule de Euler-Maclaurin. Il prend s égale moins 2 là-dedans, et on prend n égale par exemple 10, et on prend k max égale pareil, bon là j'ai pris 2 simplement, et vous voyez qu'on a déjà beaucoup de termes, tous les termes sont déjà bons, là tout ceci, c'est bon. Donc c'est assez extraordinaire. J'ai simplement calculé 10 termes. Et donc c'est ça que Euler a fait. Et si on augmente un petit peu le nombre de termes, par exemple on va de k, au lieu d'aller jusqu'à 2, on va jusqu'à 10 par exemple. Alors là je vous mets les valeurs, et donc c'est la même chose que tout à l'heure, ça converge vraiment extrêmement vite. Si vous augmentez un petit peu le n aussi, et vous allez très très vite obtenir des valeurs qui sont, voilà, vous voyez cette valeur-là, c'est exactement toutes les décimales de cette valeur-là. Et donc c'est comme ça que Euler a calculé son pi carré sur 6. Une fois qu'il avait la réponse, il a pu trouver des preuves directes. Et voilà, la formule de Euler-Maclaurin ne va pas nous donner des preuves directes, elle va nous donner des valeurs numériques extrêmement précises, parce qu'elle utilise des séries divergentes. Et ce qui est amusant, c'est qu'on peut maintenant s'amuser à mettre d'autres valeurs. Là, si vous ne mettez pas 2 mais 3, vous obtenez cette constante, un zeta de 3, qui est une valeur très très bizarre, mais bon voilà, c'est cette valeur-là, vous pouvez
vérifier que c'est exactement ça. Et ça marche si on met des nombres complexes aussi. 3 plus i fois 2, par exemple. Bon, bah voilà, vous avez un nombre complexe. Et on pourrait même se dire, ah mais alors du coup, c'est super avec ça, vous savez que la fonction de zeta, elle est au cœur de la conjecture de Riemann, évidemment, qui concerne les zéros. Donc on pourrait peut-être regarder quand est-ce que ça vaut 0, ces choses-là. Et donc, vous savez que si vous mettez des entiers pairs et négatifs dans zeta, donc ici des entiers pairs positifs, parce qu'on doit prendre l'opposé, si je mets 2 par exemple, ah bah oui, la formule de Lamarck-Lorentz nous donne immédiatement que ça fait 0. Donc on trouve les zéros triviaux. Alors vous voyez, ils apparaissent peut-être à partir d'un certain rang, il faut aller suffisamment loin dans le développement, mais on trouve bien que ça fait 0. Si on met des valeurs, par exemple, comme je vous ai dit, 1, on va trouver, donc ça c'est le fameux moins 1/12. Si on met 3, on va trouver ceci, donc ça c'est 1 sur 120, je pense. Que je dise pas de bêtises, alors on va oublier. Voilà, c'est ça, 1 sur 120, ouais. Voilà, donc on trouve ces valeurs. Mais on peut essayer de trouver aussi des zéros non triviaux, purement comme ça, numériquement. Et là, on se rend compte qu'il faut écrire quelque chose de partie réelle égale à 1/2 plus i fois une certaine valeur. Si je mets égale 5, alors là, faut que je remette. Voilà. Bon, bah là, on voit que c'est raté, ça fait pas 0. Ça n'a pas du tout l'air de tendre vers 0. Par contre, si on met 14, ah, là, c'est quand même plus proche de 0. Et si on met 14,13, là, ça commence à devenir très proche de 0. Et effectivement, vous savez peut-être que le premier 0 non trivial qui est sur la ligne critique moins 1/2, c'est à peu près 14,13. Et en fait, cette formule est si efficace qu'on peut même l'utiliser pour tracer la courbe. Donc c'est ce que j'ai fait juste en dessous ici. Donc ici, j'ai simplement pris la formule du dessus et j'ai mis partout, j'ai remplacé S par 1/2 plus I fois la partie imaginaire de S, im_S, et je trace ça pour partie imaginaire de S, allant ici de 2 à 50 par exemple. Et donc, ce que je trace ici, donc ce que vous voyez la courbe en orange, c'est plutôt la valeur absolue, enfin le module de zeta évalué là-dessus. Et ce que vous voyez pas, c'est qu'en dessous, il y a en bleu, il y a la vraie valeur de la fonction de zeta, mais vous voyez que l'approximation est tellement bonne. Là, j'ai simplement pris k égale 8 dans la fonction dans la formule de Lamarck-Lorentz, donc j'ai simplement pris 8 termes de correction, et n égale 10, donc vraiment, donc il faut simplement faire un calcul de 18 fractions à la main pour obtenir ceci. C'est incroyablement bon. Évidemment, si je commence à baisser, si je prends k égale seulement 2, n égale 2, bon bah là, c'est n'importe quoi, mais si je prends n égale 5, vous voyez que le début, ça marche quand même, puis au bout d'un moment, ça diverge. Et si je baisse le k égale 2, mais déjà que je prends n égale 10, vous voyez qu'on est quand même déjà très très bon. Mais encore une fois, un n égale 10, k égale 10, et on est littéralement dans l'épaisseur du trait. Voilà. Tant que j'y suis, oui, une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure sur la constante gamma, donc je reviens maintenant sur mon exemple de la série harmonique, voilà, ici où on trouvait gamma, vous avez peut-être l'impression que cette série, elle converge, et que du coup, c'est juste un calcul normal de série convergente. Mais pas du tout. Rappelez-vous, c'est une série divergente. C'est-à-dire que, je vais reprendre disons que je prends une valeur n égale 6, qu'on va le voir plus rapidement, et j'augmente les k, vous voyez que ça semble converger, mais en fait, si j'augmente vraiment beaucoup les k, ah, pardon, c'est là qu'il faut que je mette, pardon, la borne elle est là, si j'augmente beaucoup les k, bon, bah ça a l'air d'être toujours stable, mais j'augmente encore, on va aller jusqu'à 30, ok, c'est toujours bon, mais au bout d'un moment, il faut vous garantir que ça va diverger. 40, ok, toujours bon, on va aller jusqu'à 100 directement. Et là, vous voyez, à un certain moment, boum, 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 ça commence à diverger, puis alors là, quand ça diverge, ça y va vraiment fort, vous voyez que les nombres croisent des millions, des milliards, etc. Et donc, il est instructif de regarder, donc, cette chose qui semble converger vers la constante de l'air, ça peut être intéressant de le tracer comme fonction de ce Kmax. Donc si je prends exactement la même chose que tout à l'heure, la table de ceci pour Kmax allant de 1 à 100, disons,
Donc j'obtiens, c'est la fonction que j'avais tout à l'heure, mais donc ça je vais l'appeler list et je vais le tracer. Et là vous voyez que on a une valeur, c'est la vraie valeur, la valeur correcte, et puis après ça dit, alors là comme les nombres sont trop grands, on va prendre le logarithme, donc on va prendre la valeur absolue et le log. Et vous voyez ce qui se passe, c'est très surprenant, on a la valeur correcte jusqu'à un certain point, et après, boum, ça diverge exponentiellement. Et le moment où ça diverge va dépendre en fait de la valeur de n. Si je prends n égale une valeur trop petite, par exemple n égale 2, et bien là, ça va diverger très tôt. Si je prends n égale 50, par contre, eh bien ça ne diverge pas, et donc là, j'obtiens vraiment, pour toutes ces valeurs de k, une approximation très correcte de la fonction gamma. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel il faut jouer, ces séries divergentes. Il faut jouer, manipuler. Maintenant qu'on a les ordinateurs, c'est assez magnifique de pouvoir faire tout ceci, mais c'est important de voir que à l'époque où on n'avait pas d'ordinateur, c'était en fait les seuls moyens de calculer. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire encore là-dessus. Par exemple, le lien entre les constantes que j'ai fait apparaître en rouge ici, donc cette fameuse constante de Lerre-Maclaurin et les prolongements analytiques des fonctions, il se trouve qu'on peut faire un lien, et si vous voulez en savoir plus là-dessus, il y a un post sur le blog de Terence Tao, qui date de au moins une dizaine d'années maintenant, mais qui explique ce lien, et donc c'est assez intéressant, et puis il repasse aussi une partie de l'histoire que j'ai racontée ici. Et comme je l'ai dit, la raison pour laquelle j'ai raconté tout ça aujourd'hui, c'est parce que je veux vous parler de l'effet Casimir, et pour l'effet Casimir, on aura besoin donc de la formule, je sais plus où est-ce que je l'avais mise, mais voilà, celle-ci, et donc je me suis dit que cette histoire du développement de Lerre-Maclaurin méritait en fait une vidéo à part entière, et pas simplement un bout qui aurait pris peut-être 1 heure, mais noyé dans une vidéo où on parle de théorie quantique des champs, et qui peut perdre les personnes qui sont pas forcément familières avec ces aspects-là. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Peut-être pour l'écran de fin, je laisse cette chose-là qui est vraiment pour moi un point que je voudrais essayer de transmettre. Et je remarque quand j'enseigne en particulier que ces concepts-là sont assez mal compris facilement jusqu'à un niveau master, et donc c'est important, voilà, d'arriver à se familiariser, mais vraiment il faut pratiquer, quoi. C'est quasiment une science expérimentale à ce niveau-là. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, c'est toujours la meilleure chose que vous puissiez faire pour aider, pour faire connaître, c'est de partager avec les personnes qui pourraient être intéressées, qui pourraient apprécier ce genre de contenu. Si mettez des commentaires aussi, ça aide pour le référencement, et puis s'il y a des questions ou des retours, n'hésitez pas à m'en faire part. Et si vous voulez discuter plus des vidéos ou du reste, le serveur Discord qui est en description est toujours disponible. Et puis enfin, il y a toujours la possibilité également de faire un don sur Tipeee pour me soutenir ou me remercier. Je me rends compte aujourd'hui, je me suis dit, mes introductions sont parfois un petit peu longues, donc je me suis dit, allez, aujourd'hui, commençons directement par le vif du sujet, mais donc je n'ai pas remercié tous les tipeurs, mais donc c'est l'occasion de le faire maintenant, et je mettrai leur nom en description. Et ceci étant dit, je vous dis à la prochaine pour peut-être l'effet Casimir, sauf si j'ai encore une autre idée qui me passe par la tête et qui fait que ça va interrompre mon calendrier.